Hello, hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Et toi, t'en penses quoi? Je suis tellement, mais tellement contente de te retrouver aujourd'hui. J'ai ce sentiment de liberté de pouvoir te parler qui revient enfin. Parce que oui, tu vas pouvoir me taper sur les doigts et je t'invite à le faire. Ça fait quelques temps que je ne poste rien et j'en suis navrée, désolée, triste. Je ne sais pas quel mot utiliser, mais j'étais pas au meilleur de ma forme. Il s'est passé plein de choses du côté privé, du côté scolaire, du côté boulot qui ont pas été faciles, que j'ai dû essayer et que encore aujourd'hui j'essaye de gérer, qui sont pas évidentes à la fois pour le mental mais aussi pour le physique. Mais comme je t'avais dit dans le premier épisode du podcast, en fait ça me fait du bien de parler, de faire ça. Je me suis dit qu'il fallait que je reprenne absolument et surtout que j'ai mes copines, vous qui m'entendez, qui me demandent que je revienne et que je fasse un nouvel épisode. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3. Donc comme tu as pu le voir, le nom de l'épisode c'est En voiture Simone. J'adore le titre. Je suis trop fière de moi, genre vraiment je m'applaudis pour ce titre, je le kiffe. Pourquoi cet épisode? Parce que je voulais faire un sujet un peu moins sérieux que celui d'avant, un peu plus fun, un peu plus chill. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler du permis, le permis de conduire et tous ces aspects qui va avec. Le permis c'est quelque chose dont on a tous, je pense, une histoire qui est totalement différente dans la manière dans laquelle on l'a passé ou on l'a pas encore passé. Je sais pas si toi tu as passé ton permis ou pas du tout. Peut-être te rassurer parce que peut-être t'as pas envie de passer le permis pour telle ou telle raison ou justement t'as passé le permis et t'as envie de te rappeler de souvenirs assez sympas si ça a été une bonne expérience. Je vais te partager la mienne et je pense que tu peux rire parce que moi j'ai une sacrée histoire avec le passage du permis et tout ce qui va avec. Vraiment, je pense que tu vas bien te marrer. Donc pour te faire une situation actuelle comme je fais souvent dans le début des podcasts, ça va faire bientôt 2 ans maintenant que j'ai mon permis. Mais j'ai un permis automatique. On va en parler un petit peu plus en détail après, mais je te dis pas tout parce que j'ai pas envie de te spoil tout le podcast, sinon ça servirait à rien. Donc pour que tu comprennes bien l'histoire que j'ai avec le permis, le background on devrait dire, il faut qu'on démarre l'histoire quand j'avais 15 ans. Donc à 15 ans, j'étais au collège, je passais le brevet, tout allait bien. Et en fait, il s'est passé que j'ai vécu un traumatisme à cet âge-là qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à envisager l'idée de passer le permis et même l'idée de me dire que je conduirais un jour seule dans une voiture et surtout conduire avec des personnes dans la voiture. Ça a été un vrai problème que j'ai eu jusqu'à très très longtemps pour avoir ce fameux papier, mais que j'ai réussi à vaincre parce que, comme je t'ai dit juste avant, je l'ai ce permis, alléluia, comme certains de mon entourage l'ont dit le jour où je les ai appelés en leur disant que j'avais le permis. Pour te donner les explications du traumatisme que j'ai vécu, j'ai eu un accident de karting. Certaines personnes, quand je leur raconte l'histoire, ils rigolent. D'autres, ils sont un petit peu choqués. Donc, je te laisse te faire ta propre idée de cette histoire-là. J'étais partie avec mes parents et mon petit frère à un anniversaire d'un copain de mon frère. On avait été invités par les parents parce qu'on s'entend très bien avec eux. Ça nous arrive de manger souvent chez eux ou inversement. Enfin, il y avait une relation amicale qui s'était mise entre mes parents et les parents du copain de mon frère. Et donc, on avait été invités à venir au karting pour participer à l'anniversaire. Donc on arrive là-bas, tout se passe bien, c'est super. Moi je suis super contente d'être là. Enfin ça va être fun en fait de voir les petits faire leur tour de karting parce que je sais pas si t'as déjà fait du karting ou pas, mais les voitures sont pas les mêmes un adulte et quand t'es un enfant. Parce qu'elles sont beaucoup plus petites. Et c'est quand même le concept de Mario Kart. Tu te dis que sur la Wii, c'est facile, donc dans la vraie vie, ça doit être pareil. Donc, on a les petits qui font leurs courses de karting. Nous, on est dans l'espace bar-café où t'as toute la vue sur la piste de course. C'est un élément qui est important, donc l'oublie pas. Et
En gros, pendant que les petits font leur tour, le papa du fils qui nous a invités nous dit ah bah ça vous dirait pas qu'après nous les adultes on fasse un tour aussi, enfin qu'on fasse notre course. Et moi à ce moment-là, bien sûr, je ne me considère pas là-dedans parce que je ne fais pas partie des adultes. Et là, mon père se retourne vers moi et dit bah Sacha, t'as pas envie de participer? Et moi, à ce moment-là, je lui réponds bah papa, non, enfin, je me sens pas à l'aise de faire ça. En plus, j'ai pas les bonnes chaussures. Ça, c'est hyper important. À savoir, comme chaussures, j'avais des bottines à talons avec, je crois, j'avais 8 ou 10 centimètres. Enfin, j'avais quand même un talon qui était assez prononcé. Et pour conduire des voitures de karting, c'est pas ce qu'il y a le plus pratique. Pendant que les petits continuent à faire leur tour de course, moi, j'ai mon père qui continue à forcer, en fait, à me dire, allez, Sacha, viens avec nous, ça va être sympa. Moi, je dis à ma mère que j'ai pas envie, je me sens pas de le faire. Enfin, je sais pas pourquoi. Et je saurais pas l'expliquer, mais vraiment le feeling. Je me sentais pas de le faire, je me sentais pas de conduire ce truc-là. Enfin, vraiment, j'avais pas envie. Mais je ne sais pas par quel miracle, je ne sais pas par quelle solution, mon père arrive à me faire dire oui. Et avant, bien sûr, enfin, je dis à mon père, bah papa, on va aller demander quand même au responsable de l'établissement si je peux faire du karting avec mes chaussures. Parce que moi, c'était ça le problème. Tout le monde était en basket, j'étais la seule qui avait des bottines à talons. Donc je me dis, bah je vais pas pouvoir le faire, quoi, enfin, ce truc de karting. Et donc on arrive, on va voir le responsable de l'établissement, il voit mes chaussures, il me dit non mais c'est bon, vous pouvez y aller, il y a aucun souci. On a des personnes qui ont déjà fait du karting avec des chaussures, avec des chaussures à talons beaucoup plus élevés. Donc mon papa trop content que je fasse la course avec eux. Je les rejoins du coup à l'endroit où on fait le check-up sécurité, enfin tout le brief avant avec la récupération de la Charlotte, du casque, de tous les éléments pour entrer après dans le véhicule. Et là, en fait, le mec qui s'occupe de faire toute l'installation, enfin pour tout le monde, nous dit, bah comme vous êtes 4, bah vous allez faire la course avec aussi 3 autres personnes d'un autre groupe. Et ces 3 autres personnes-là, c'est 3 mecs qu'on avait déjà vu faire les courses et qui, on va pas se mentir, on voyait bien que, ils allaient quand même relativement très très vite. Moi à ce moment-là, je me dis ok, bah pas de souci, on y va. Aucun souci quoi. Il y a juste ma mère qui dit par contre prévenez quand même les 3 personnes que dans le lot, il y a pas que des adultes. Enfin, il y a aussi une ado de 15 ans quoi. Enfin, je pense que ma mère a vu le coup venir en fait. Instinctivement, elle a dû voir le coup venir. Et le mec dit ouais, pas de souci, je les préviens quand je leur fais le check-up aussi. Donc là, on arrive, on met les casques, les charlottes, machin et tout. On monte dans les véhicules. Moi, je sais plus où je suis, mais je suis ni trop devant, ni trop derrière. On voit les autres gugus là arriver, tout fiers, tout contents, comme si c'était les mecs de Top Gun avec les avions. Enfin, le même délire. Hein. Donc, ils s'installent et en fait, le départ de la course va démarrer. Et là, je vois mes parents partir, mais à toute vitesse, parce que c'est pas la première fois qu'ils font du karting. Les amis de mes parents, exactement pareil. Et les 3 gugus, pareil. Mais aller à une vitesse comme il n'y a pas, moi, c'est la première fois que je le fais. Le premier tour, j'y vais doucement. Je prends de la vitesse sur les lignes droites. Dans les virages, je freine un peu, mais pas trop pour pas que je perde trop d'amplitude, machin. Je fais mon premier tour et je fais un peu mon premier tour toute seule. Je sais que je suis dernière, mais moi, j'avais pas l'objectif d'être première, troisième, je m'en foutais de ça, je voulais juste faire mon tour pour kiffer un peu. Puis moi, je kiffais en allant doucement, quoi, voilà. J'ai beau, sur Mario Kart, sur la Switch, aller très très vite. Dans la vraie vie, j'étais tranquille, on y va. Premier tour, tout se passe bien, je passe la ligne, je démarre le deuxième tour et je démarre vraiment beaucoup plus confiante. Je commence à prendre de la vitesse, je regarde quand même vachement autour de moi, je vois que les mecs, ils me passent à bonne distance, tout va bien. Mes parents me doublent, tout le monde me double au moins, je sais pas combien de fois, mais... Et je continue la course. Et là, je sais pas comment je pourrais te l'expliquer, mais en fait, imagine-toi que le parcours, il y a un endroit où tu as une forme de S, que tu as en fait, genre, t'arrives en face, t'as un premier virage qui te fait tourner vers la gauche, ensuite un autre virage très fin qui te fait tourner vers la droite, et ensuite un autre virage qui te refait tourner sur la gauche. Donc tu vois, un vrai système de serpent. T'as à suivre quand même beaucoup de barrières. Et en fait, à ce moment-là, pour être honnête, j'ai de moins en moins de souvenirs parce que je pense que mon subconscient a décidé de me retirer ces images-là parce que ça a été relativement violent. Je pense que de la manière dont je
je vais te l'expliquer, tu vas peut-être pas te rendre compte de la vitesse et aussi du choc que ça a été. Mais pour te donner un indicateur, j'avais les copains de mon petit frère et une personne qui avait pas voulu faire le tour de karting avec nous, qui a vu ce qui s'est passé et qui encore à l'heure actuelle, et ça va faire quand même 7 ans que c'est arrivé, et qui m'en parle encore. Comme je t'expliquais le parcours dans la manière dont il se faisait, moi j'arrive justement du coup à ce virage en forme de serpent et j'entends derrière moi qu'un des gugus arrive très 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 rapidement. Donc je me retrouve dans une situation où moi j'ai de la vitesse, donc forcément il va falloir que j'adapte ma prise de virage par rapport à ça, et un mec derrière moi, mais enfin qui ne fait pas attention aux autres en fait. Vraiment, il était dans sa course avec ses copains, les autres, il en avait mais rien à battre. Moi en fait, je commence à avoir peur, je commence à stresser parce que je me dis j'arrive dans ce virage qui est quand même pas facile à prendre avec un mec derrière moi qui, je sais, en a rien à battre de ce qui se passe, qui lui, s'il y a du choc, tant mieux, s'il y en a pas, tant mieux aussi parce qu'il prend sa vitesse. Donc lui et moi en fait, je comprends qu'on va se retrouver dans le virage au même moment en allant vers la gauche, et sauf que moi, comme par peur, en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le virage très serré pendant que lui, il arrive à une vitesse, j'ai pas les termes pour expliquer ça, mais vraiment il va très très vite. Je me rends compte que lui et moi on va se retrouver en même temps à prendre ce premier virage. Donc à ce moment-là, moi je me retrouve mais complètement paniquée parce que je sais qu'on va être côte-côte et que lui en fait il va pas s'arrêter dans la vitesse, il en a rien à faire. Je me dis forcément c'est moi qui vais devoir plier pour le laisser passer. Et en fait donc je commence à diminuer ma vitesse et je prends ce virage au plus proche des barrières sur la gauche, et lui en fait me double par la droite, et en fait forcément il y a un moment donné on se croise, enfin on se touche. Donc en fait ce qui se passe c'est que moi je lui fonce dedans sur le flanc gauche de sa voiture en tapant dans son véhicule. Je me rends compte que moi j'ai mon talon qui est coincé dans l'accélérateur. Et lui, je ne sais pas par quel moyen, arrive à sortir de cette collision où lui il est bloqué entre la barrière de droite, il arrive à sortir, et moi je me retrouve dans une situation, c'est arrivé en 2 secondes. Hein. Là je prends le temps pour te l'expliquer parce que c'est compliqué, je pense, à comprendre. Donc moi je me retrouve du coup avec un trou du karting du mec qui a réussi à se barrer. Je me retrouve avec mon talon coincé dans l'accélérateur et impossible de le retirer. Qu'est-ce qui se passe? L'objet qui me faisait plus avancer se retire, je me retrouve à foncer dedans, et tu te dis que c'est bon, enfin ton véhicule va être arrêté par les barrières parce qu'elles sont hyper lourdes et hyper solides. Et je peux t'assurer que non. La première barrière, j'arrive, je sais pas comment, je passe en dessous, en fait la barrière se soulève et elle me retombe dessus. Je passe l'autre barrière, pareil, même situation, elle me retombe dessus et je fonce dans la dernière barrière qui est collée à un mur. Et j'ai ma voiture qui fait un bruit, mais je t'explique même pas, mais enfin, vraiment un carambolage, le machin. Ça fait un gros boom, et je me retrouve du coup arrêtée dans ma course à ce moment-là, complètement sonnée, parce que je viens de me prendre 2 grosses barrières, je sais pas si tu vois les barrières de karting, comment ça se passe, enfin, c'est les trucs super lourds comme quand t'as une déviation sur la route, les mêmes trucs blancs et rouges, c'est exactement pareil, et c'est rempli de sable si je me trompe pas, je pense que ça vaut plus de 30 kilos, donc à une vitesse, je me prends ça sur la tête, heureusement que j'ai le casque, à foncer du coup dans le mur. Et donc à ce moment-là, quand t'arrives dans ta course où tu cognes quelqu'un ou tu cognes un mur, ton moteur s'arrête en fait, parce que t'as plus de vitesse. Donc le moteur s'arrête, et là en fait t'as le mec qui est sur le parcours du karting qui s'assure que toi tu fasses bien ta course machin et tout, et toi tu lèves la main en fait pour qu'il vienne t'aider soit à redémarrer ton véhicule, soit à partir. Et là en fait moi je lève la main, mais j'ai la tête qui tourne, enfin j'ai super mal dans la tête, vraiment j'ai l'adrénaline du truc, et moi j'ai qu'une envie en fait, c'est de sortir, parce que là je me sens pas bien de ce qui s'est passé, et j'ai l'impression qu'en fait personne ne s'est rendu compte de ce qui vient de m'arriver. Et littéralement, je te le dis maintenant parce que je le sais, personne sur le terrain de course n'a vu ce qui s'est passé en fait. Et là du coup le mec arrive, il me dit ça va, t'as besoin d'aide? Je fais ouais, je fais là, moi il faut que je sorte, je me sens pas bien, j'ai envie d'arrêter la course. Il me dit ok, pas de problème, la sortie elle est juste là, je te redémarre le truc, et quelqu'un va t'aider à enlever ta combinaison, ton casque et tout. Et en fait au moment
moment où je commence à re-entendre le moteur, en fait, j'ai mon subconscient, mon conscient, j'en sais rien, je sais pas lequel des deux se réveille et me dit, Sacha, ça va pas là, en fait. Il y a un truc qui va pas. Et je commence à pleurer parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai eu peur parce que c'est allé super vite, hyper rapidement. Et j'arrive du coup sur l'espace où tu mets les kartings qui sont pas utilisés. Et en fait, le mec vient m'aider à sortir du karting. Et là, je commence à faire une crise d'angoisse. Je me sens oppressée dans le casque. En fait, d'un coup, je sens que ma bouche se remplit d'un liquide, mais je sais pas ce que c'est en fait. Et là, je fais au mec, faut que j'enlève mon casque, il faut que j'enlève mon casque. Je crois que j'ai envie de vomir. Donc, le mec, ni une ni deux, m'enlève mon casque sans savoir ce qui s'est passé. Et je me retrouve à partir en courant dans les toilettes du karting pour aller vomir. Et en fait, quand j'arrive devant le lavabo, en fait, c'est pas du vomi que j'ai. Je me rends compte que j'ai un goût métallique, un goût de fer, la bouche remplie de sang. Je commence à cracher. C'est horrible. Enfin, je suis désolée pour les personnes qui écoutent ça peut-être en déjeunant le matin, mais en fait, je crache du sang. Je dirais pas des litres, je veux pas abuser non plus, mais je crache énormément de sang. À ce moment-là, je suis tellement concentrée sur ce qui se passe que je commence à voir et à entendre mon corps, comment il réagit. Et en fait, je lève ma tête vers le miroir et là, j'ai une image d'horreur parce qu'en fait, je me vois mon visage un peu tuméfié et la bouche, je vous jure, des lèvres, mais qui ont quadruplé de volume et toutes violettes. Et je me rends compte, en fait, en passant ma langue sur ma lèvre du bas, qu'en fait, j'ai une énorme incision à l'intérieur. Enfin, je sens l'intérieur de ma chair. Je m'excuse encore une fois, mais c'est vraiment dégueu, mais je vous raconte vraiment l'état dans lequel j'étais. Et je sens qu'en fait, ça ne s'arrête pas. Enfin, je me vois dans le miroir. D'un coup, je sens qu'en fait, je ne sens plus mes dents. Je ne sens plus ma mâchoire. J'ai très, très, très mal au cou. Et en fait, je fais le constat qu'en fait, là, mon corps est en train de me dire, Sacha, il s'est passé quelque chose et ça va pas du tout. Du coup, moi, je continue. J'essaye de me nettoyer la bouche. Enfin, je sens que du coup, j'ai un truc de ouvert dans la bouche et mes parents, ils sont encore sur la course. Ils ont pas fini. Et moi, en fait, je continue à pleurer et tout. Et en fait, il y a un mec du staff qui vient me fait ça va. Je fais oui. Je voulais pas m'effondrer de pleurs devant ce mec-là. Je sais pas pourquoi. Une fois que lui part, je vois un ami de mes parents qui était du coup, comme je te disais, avec les petits en haut sur la place du bar café, qui a une vue, comme je te disais, sur l'ensemble du parcours, qui vient me voir, qui me fait Sacha, est-ce que t'es sûre que ça va? J'ai vu le choc, c'est pas normal. Comment ça se fait que t'as plus de casque? On a vu ce qui s'est passé. Comment ça se fait quoi? Et là en fait, je pense que inconsciemment, il me fait paniquer encore plus, où je me rends compte qu'il s'est vraiment passé quelque chose en lui parlant, mais en fait, je lui parle, mais je sens plus mes dents. Donc littéralement, bon, là tu vas pouvoir rire, mais je suis en mode non mais je comprends pas ce qui se passe en fait. Je suis vraiment comme ça. Et je lui fais, je me sens pas bien, je sens mon corps qui est en train de me lâcher et tout. Et là en fait, je vois ma mère qui a fini le parcours. J'entends ma mère qui... Je sais pas si elle crie, je sais plus. Les souvenirs sont assez flous à ce moment-là. Qui dit à quelqu'un, je pense, du staff, elle est où ma fille? Elle n'est plus sur le terrain, je veux savoir ce qui s'est passé. Il y a un gros trou dans le mur, je comprends pas ce qui se passe. Et là, en fait, en l'entendant parler comme ça, je sors des toilettes et je vois qu'elle me regarde avec un regard, mais horrifié de l'état. Et moi, en fait, la voyant me regarder comme ça, je me mets à chialer et je lui fais, maman, je comprends pas, je me sens pas bien, j'ai mal partout, j'ai eu un accident, les barrières me sont tombées dessus. Et mon père arrive, me voit dans un état et là, en fait, je me blottis dans ses bras et en fait en me mettant dans ses bras j'ai une tension du cou qui se met en place qui fait que d'un coup je ne peux plus bouger le cou, j'ai très très mal partout parce que je pense que j'ai l'adrénaline qui a commencé à diminuer, donc j'ai les douleurs qui ont commencé à apparaître. Donc je dis là je suis dans les bras de mon père et je lui fais papa, je sens que je vais tomber dans les pommes, faut que je m'assoie, faut que j'enlève mes chaussures parce que oui, à ce moment-là j'ai toujours mes talons Sacha n'enlève jamais ses chaussures d'habitude. Et là il me fait ok tu t'assois machin et tout et là ma mère en fait elle pète un plomb, mais vraiment parce qu'en fait on essaye de comprendre la situation. Elle fait est-ce que ça va mieux? Entre temps on me donne un verre d'eau parce que j'ai besoin, encore une fois je sens que j'ai la bouche qui est ouverte à l'intérieur et ça je le dis à mes parents, je dis papa maman j'ai la bouche qui est ouverte à l'intérieur. En fait tout le monde est en panique dans la situation. Ah oui parce que j'ai oublié de te dire, mais il y a les enfants qui sont en haut, mon petit frère et ses copains qui ont vu la scène et qui étaient tous en pleurs. Les petits étaient traumatisés et comme moi j'étais toujours pas remontée sur la plateforme pour les voir, ils savaient pas dans quel état j'étais
toute seule avec mes parents et l'ami qui en fait expliquait la situation du point de vue extérieur. La situation, je saurais pas l'expliquer, comment c'était un enfer, c'était un cauchemar le truc. À ce moment-là, la décision est que ma mère, elle continue à discuter et en fait, elle hurle sur le mec qui m'a enlevé le casque parce qu'elle dit, vous vous rendez pas compte, elle a eu un choc, vous lui enlevez le casque, elle aurait pu avoir le coup du lapin, elle aurait pu mourir sur le coup, vous avez aucune conscience professionnelle, c'est quoi ce bazar? Moi j'entends ma mère, mais j'entends 15 voix de ma mère qui hurlent dans tous les sens. Mon père qui est dans un état mais totalement livide et qui essaye de me rassurer mais qui se rend compte que je n'arrive plus à parler, je ne sens pas mes dents, je ne sens pas ma gencive, enfin vraiment je suis dans un état où en fait j'ai tellement mal que j'entends plus rien, mes oreilles se bougent. Je regarde ma mère, je lui fais, maman stop, il faut qu'on aille à l'hôpital, je ne me sens pas bien. À ce moment-là, ni une ni deux, ma mère elle se dit pas, ou mon père, enfin n'importe qui, j'appelle des pompiers. Non, ma mère et moi et mon père, on se dit bon, on va à l'hôpital, on va avec la voiture. Les amis de mes parents décident de prendre mon petit frère pour qu'il dorme chez l'un de chez eux pour qu'on justement il a pas à venir à l'hôpital parce que va aux urgences un dimanche soir, enfin on sait pas ce qui se passe, enfin on sait pas combien de temps on peut en avoir. Là on commence à récupérer les affaires. Moi j'ai les deux mains autour de mon cou qui sert de minerve. J'ai la sensation que mon cou ne tient pas, que il y a que mes mains qui me permettent de tenir mon cou. On commence à partir et en fait au moment où on part, les 3 mecs qui étaient avec la course avec nous étaient en train de boire une bière sur le bar au bar café et en fait qui se retournent vers ma mère et moi en disant, oh la petite pitchoune, elle a pas réussi à faire attention pendant le truc. Ma mère elle les a regardés d'un regard noir en disant, vu les conneries de la façon dont vous conduisez, on est obligé d'emmener ma fille à l'hôpital parce que vous avez pas vu le coup mais c'est très très grave. Et là les mecs étaient dans un état pitoyable et on est parti comme ça direction l'hôpital avec ma mère qui conduit, mon père qui me tient en fait l'arrière du cou avec ses deux mains et moi qui me tiens l'avant du cou avec mes deux mains pour trouver l'hôpital proche qui peut me prendre en urgence quoi. Comme j'ai que 15 ans, quand on arrive au premier hôpital, ils disent non parce qu'il faut un service de pédiatrie. Rebelote, nous revoilà partis les 4 mains autour du cou pour éviter tout problème. On arrive du coup au fameux hôpital, ma mère arrive à l'accueil. Entre-temps, moi j'ai mes lèvres qui étaient complètement violettes, imbibées de sang, qui devenaient bleues, voire noires, parce que là j'arrivais à peine à ouvrir la bouche et mes parents avaient essayé de regarder avec le téléphone et avaient la sensation que j'avais mes gencives qui devenaient bleu-noir. Enfin, c'était quand même grave quoi, enfin sur le coup du moins, c'est ce qu'on pensait. J'arrive tant bien que mal avec mon père qui me tient à l'arrière du cou, moi à l'avant, à marcher très doucement parce que chaque choc, chaque mouvement me faisait horriblement mal. Je suis prise directement, ils me mettent dans une chambre toute seule parce que ils voient que je suis dans un état, je pleurais tellement j'en pouvais plus, tellement j'avais mal parce que je comprenais pas. Ils me posaient des questions, sauf que moi, comme j'avais tellement mal à la bouche, j'étais incapable de répondre. Et là, on a 3-4 internes en médecine qui arrivent pour me faire mon diagnostic. Donc là, forcément, ils me demandent d'ouvrir la bouche. Sauf que j'ai la sensation d'avoir la mâchoire complètement bloquée. Je fais des examens supplémentaires. On reste un assez long moment quand même parce que, il faut contrôler toute ma colonne vertébrale comme j'ai eu un sacré choc. Dans tout ce bazar, t'as mon papa qui est silencieux et blanc comme un fantôme et complètement choqué, apeuré de la situation. Comme moi, j'allais plutôt bien à ce moment-là et que ma mère gérait plutôt bien la situation, elle lui fait, écoute, va prendre l'air dehors, va fumer une clope, prends-toi 10 minutes. Et là, mon père qui fait, ouais, je crois que je vais aller faire ça. Juste avant qu'il parte et qu'il ferme la porte, je lui fais, mais je fais, papa, t'inquiète pas, je vais bien. Je fais, regarde, je parle, je parle difficilement, mais je vais bien, ne t'inquiète pas. Il est revenu 1h45 après. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. On en a jamais réellement reparlé. On en a reparlé quelques fois où en fait il me disait que il se sentait tellement coupable. Il culpabilisait énormément de ce qui m'était arrivé. Le point final de l'hôpital, c'est que on part, je sais plus à quelle heure, très très tard, et je me retrouve avec une minerve pendant je crois 4 à 6 semaines. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai évité à 2 mm près, je me faisais le coup du lapin et j'aurais pu finir handicapée. Un sacré traumatisme quand même. Je me retrouve à dire ça à mes parents où vraiment je ne souhaite pas passer le permis, c'est impensable pour moi à ce moment-là. Après ce que j'ai vécu, je suis vraiment au maximum de ma peur de tout ça. Dans la continuité des mois et des années après, je continue avec cette peur de la voiture, cette peur de la vitesse. Dès que je monte en voiture, je me retrouve à m'accrocher aux portières, à trouver un point où je peux m'accrocher par peur qu'il se passe quelque chose en fait, parce que je suis incapable et
et même encore actuellement, c'est encore compliqué. Quand je suis passager, j'ai du mal à regarder par la fenêtre sur les côtés parce que je vois la vitesse en fait de la voiture. Je vois le défilement du paysage aller très très vite et ça me fait très très peur, ça me fait des angoisses. Enfin, c'est quand même assez lourd encore, mais c'est énormément réduit et j'en suis tellement heureuse actuellement. Donc de mes 15 ans jusqu'à mes 19 ans, je répète sans cesse à toute personne qui a des oreilles et qui comprend le français que je ne passerai jamais le permis, que ce n'est pas dans mes plans et que un jour je serai tellement riche que je vivrai uniquement de Uber et de taxi. Ce qui fait rire un petit peu tout le monde, mais pas trop mes parents parce qu'ils en fait tâtent quand même énormément le terrain, ils essayent de faire en sorte que je commence les démarches à passer le permis. Jusqu'à mes 19 ans, je leur dis non. Enfin, de mes 15 ans jusqu'à mes 19 ans, je n'ai jamais eu besoin de voiture. J'ai jamais eu à me préoccuper de passer le permis. Comme je disais, parce que j'ai trop peur et parce que aussi, en fait, mes établissements scolaires ont toujours été hyper bien desservis avec les bus. Et vraiment, enfin, j'avais pas besoin de voiture. Sinon, j'allais avec mon père ou j'allais avec ma mère en voiture. Sauf que, arrivé à ma deuxième année d'études supérieures, je me retrouve à changer de ville. Pour te donner du contexte, du pars à Angers pour mes études. Je loue un appartement pour mes 2 jours de cours par semaine qui sont le lundi et le mardi. Du mercredi au dimanche, je suis à Rennes parce que je trouve un stage dans une école de mode pour de la communication. Donc ça veut dire beaucoup de blablacar, beaucoup de trains. Durant cette première année, ça va, j'arrive à plutôt bien gérer. Bon, des fois c'est hyper galère parce que nous sommes en France, nous faisons des grèves et la SNCF est une pépite d'or pour tout ce qui est grève, retard et tout ce qui va avec. C'est même arrivé des fois que ma mère doit faire l'aller-retour Angers-Rennes en voiture pour venir me chercher parce que le train était annulé ou j'avais plus de train, je pouvais pas rentrer à Rennes pour avoir mes cours, pour pouvoir aller en stage le lendemain. À ce moment-là, je commence à envisager de passer le permis, mais je suis pas du tout à l'aise avec cette idée car vraiment je suis traumatisée. Rien que quand j'en parlais à l'époque avec mes parents, je ne faisais que pleurer. Et ma mère, elle me dit bon, écoute Sacha, on va faire étape par étape. De toute façon, le permis, il va falloir que tu le passes parce que si un jour tu décides de partir travailler dans une autre ville, étudier dans une autre ville, tu pourras peut-être pas passer le permis là-bas parce que t'auras pas le temps ou si c'est une grosse ville comme Paris, tu passeras jamais le permis là-bas. Et surtout, c'était ma petite vanne aussi de dire que moi, quoi qu'il arrive, je ne ferai jamais le rond-point des Champs-Élysées étoiles parce que ce truc, c'est le rond-point de la mort. Et je crois que c'est le seul rond-point de France qui a des priorités à droite. Moi, je savais pas. Mais ce rond-point, c'est un cauchemar, c'est un enfer. Ma mère arrive par je sais pas quel moyen encore à me persuader de me dire bon allez, je commence les démarches. Donc en fait, on cherche une auto-école qui veuille bien me prendre, sachant ce qui s'est passé. Donc forcément, moi j'ai besoin et j'ai envie d'avoir des gens en face de moi qui sont compréhensifs et qui vont m'aider justement à dépasser cette peur. On trouve l'auto-école à Rennes qui est super bien placée, très pratique pour moi avec mon stage et même mes cours à Angers. Je commence à m'entraîner pour passer mon code parce que oui, moi je savais pas qu'il fallait passer le code avant de passer le permis. Moi je pensais qu'on faisait des heures de conduite et c'est bon, on te le passait, un peu comme aux États-Unis quoi, mais en fait pas du tout. Donc je commence à m'entraîner pendant je sais pas combien de mois pour passer justement le code. Je prends bien mon temps. Je veux m'éviter cette tâche le plus loin possible. Je veux qu'elle s'éloigne le plus possible de mes plans actuels que j'avais. Il était hors de question. Je m'entraînais beaucoup et puis je me trouvais jamais assez prête. Tout ça. Et un jour, mon auto-école m'a dit bon Sacha, c'est le moment. Tu vas passer ton examen de code de la route et ensuite on commencera tes heures de conduite. Je vais passer ce fameux examen. Je suis stressée, limite à me faire pipi dans la culotte tellement je suis en stress et donc je le passe. Ça se passe plutôt bien. Je trouve que les questions sont relativement faciles même. Je trouve que le code de la route, on en fait mais tout un pataquès honnêtement après l'avoir passé et bien sûr l'avoir eu avec des questions. Il y a des questions, elles sont super dures. T'arrives le jour de l'examen, sur 40 questions, t'as 35 questions sur les piétons. Je sais pas, j'ai eu aucune question sur le taux d'alcool, aucune question sur les phares de croisement ou non, aucune question sur la priorité à droite, tous les trucs comme ça. J'ai eu que des questions sur les passagers, aussi tout ce qui est vérification de voiture avant de partir en voyage. Vraiment, c'était les questions les plus easy. Donc, j'ai quand même eu mon code 39 sur 40, sachant que quand j'ai reçu le mail, j'ai demandé à ma mère de regarder parce que j'étais pas sûre d'avoir compris que j'avais eu le code. Vraiment, j'étais dans un état de stress, donc je vois que j'ai eu mon code. Déjà,
c'est une victoire, mais tellement grande que je préviens mais toute ma famille, même mes voisins étaient au courant que j'avais mon code, parce que, j'y croyais pas du tout. Je pensais pas que je l'aurais, quoi. J'y croyais pas, quoi. Une fois le code passé, c'est parti pour le plus dur, les heures de conduite. J'ai pas de moniteur attribué parce qu'en fait, moi, comme j'avais, à cause de mon emploi du temps d'études, j'avais des jours où vraiment je pouvais être là, des jours où je pouvais pas être là, et en fait, c'était pas compatible pour avoir un moniteur attribué. Donc en fait, moi, je passais avec tout le monde, et au final, ça m'arrangeait bien, et ma mère aussi, parce que ça veut dire que, en fait, j'allais apprendre de plein de personnes différentes. Donc forcément, certains allaient peut-être plus me faire travailler ma concentration de mon environnement quand je conduis, une autre personne plus sur ma technique, tout ça. Donc je commence les heures avec ça se passe bien, moi je lui explique vraiment tout le processus. Le fun fact de la première fois que je prends les clés pour la voiture de l'auto-école, en fait, elle me donne les clés parce que, voilà, c'est toi qui conduis. Tellement j'ai eu peur, je suis allée m'asseoir sur le côté passager. Je me suis pas assise sur le siège conducteur. Et je me souviens de voir la monitrice me dire, non mais Sacha, t'es du mauvais côté. Et moi de faire, ah oui, d'accord, ok. Et de monter sur le côté conducteur, je t'explique pas. Les larmes, en fait, elles pleuraient toutes seules. Chaque étape de la conduite, ça a été un enfer. On commence à me faire mes heures, machin. On me fait un premier bilan au bout de 5 heures. On me dit que c'est plutôt bien. Que voilà, j'ai des bons réflexes, mais que vraiment, va falloir que je passe la seconde parce que, j'arrive pas à me dépasser. C'est trop dur. À chaque fois qu'il y a une nouvelle étape, je pleure encore parce que, j'ai mes traumatismes qui reviennent. J'ai peur, je me chie dessus, quoi, quand je conduis. J'y vais à reculons. J'ai pas envie d'y aller. Limite, prête à annuler, mais je sais que j'ai ma mère qui me colle au basque derrière pour justement que je fasse mes heures, qui me demande comment ça se passe. Donc j'y vais quand même. Et je me retrouve avec certains des moniteurs avec qui ça se passe pas bien du tout, parce qu'elles me parlent comme à des chiens, jusqu'au jour où je tombe sur une personne, ça fait plus de 20 heures parce qu'on m'avait rajouté des heures, mais qui me fait, écoute Sacha, je crois que la conduite manuelle avec la boîte de vitesse, c'est pas fait pour toi. Elle fait, tu fais des erreurs bêtes sur des choses que tu sais et que tu as acquis, mais du fait d'être sur une boîte manuelle, tu es très stressé parce que ça te fait beaucoup de choses à gérer. Je pense qu'en fait, tu as besoin de pratique avant de passer le permis parce que tu pourras pas le passer. Et moi, à ce moment-là, j'étais triste parce que j'étais contente de moi parce que je trouvais que j'avançais, mais certes, je suis d'accord, pas assez vite, mais c'était dur, quoi. Et j'avais l'impression que les moniteurs, ils s'en rendaient pas compte. Il y en a une, je te jure, elle me parlait tellement mal qu'un jour, je suis sortie de la voiture, en fait. Bref, revenons au sujet. La nana sur qui je suis tombée qui me dit, je pense qu'il serait intéressant pour toi de faire de la conduite supervisée. Et là, je lui fais, c'est quoi? Et en fait, elle m'explique ce que ça concerne. Donc, toi qui m'écoutes, si tu sais pas ce que c'est, la conduite supervisée, en fait, c'est comme la conduite accompagnée, mais quand t'as plus de 18 ans. Et il y a beaucoup moins de contraintes que quand t'as 16, 17, 18 ans pour justement passer le permis. Où en fait, tu fais tes 20 heures, ensuite tu conduis autant de temps que tu as besoin, avec bien sûr un bilan qui est fait de temps en temps pour justement continuer à valider tes acquis. Avec la personne, on décide que c'est une bonne idée. Moi, j'en parle à mes parents, sachant que mes parents une voiture automatique, c'est le bon plan, quoi. Je vais pouvoir me rassurer sur ma conduite, j'aurai pas la boîte de vitesse à gérer, ça va être beaucoup plus facile. Donc je fais la conduite supervisée du coup avec mes parents pendant quelques mois. Donc je me retrouve à conduire la voiture familiale de mes parents. Donc ils ont une Nissan Murano, c'est une très très grosse voiture américaine. Donc je me retrouve à conduire en auto-école une toute petite voiture qui est l'équivalent d'une C3 qui existe, je crois, je sais plus, à conduire une énorme voiture dans la ville, dans la campagne, machin et tout. Donc je suis pas très à l'aise avec le modèle de la voiture. Ma mère, je sens qu'elle est pas rassurée parce que ma mère, ça fait plus de 20 ans qu'elle conduit et quand elle conduit pas, elle est très stressée. Donc ça nous met quand même dans une situation souvent de conflit parce que des fois je fais des trucs, je suis dangereuse dans ma conduite et elle me rassure pas. On se crie dessus, c'est pas pratique. Je sais plus comment c'est arrivé, mais la meilleure amie de ma mère, en fait, a une collègue qui vend une Micra Nissan en automatique, qui propose à ma mère, qui dit voilà, est-ce que ça t'intéresserait? Et puis même pour Sacha, ça serait super, surtout, que avec ses études, machin, tout ça, elle aurait une voiture à disposition après, ça sera super pratique. Et du coup, mes parents se retrouvent à acheter cette petite voiture au moment du Covid. Donc je me retrouve à faire des heures de conduite avec mes parents, sachant qu'on est confinés. Parce que bien sûr, j'avais tellement peur que il fallait pas que je perde la pratique que j'avais jusqu'à maintenant. Donc je continue à conduire, retrouve après avec cette nouvelle petite voiture et bizarrement, mais je conduis
3 fois mieux parce qu'en fait, je pense que dans mon subconscient, je me suis dit c'est bon, on n'est plus en stress de se dire que je peux casser la voiture familiale, que si je mets la voiture dans le ravin, on se retrouve pas sans véhicule. Je suis quand même sur un petit véhicule qui est super sympa. C'est entre parenthèses ma voiture, donc mes parents, enfin à Noël m'offrent un volant rose que je peux ajouter sur ma voiture, enfin des tapis de sol qui sont super sympas. Enfin franchement, enfin ils font les choses super bien pour que je me sente à l'aise et tout. Et donc en fait les heures de conduite en supervisée avec ma mère se continuent et en fait on se rend bien compte avec ma mère après une discussion mais de je sais pas combien de temps où moi en fait je lui exprime le fait que je n'ai pas envie de passer le permis en manuel parce que de 1 je m'en sens pas capable, de 2 je suis tellement à l'aise sur une automatique, je vois pas pourquoi j'irais m'embêter à passer un permis manuel et qu'en plus de ça je n'achèterai jamais de voiture manuelle sachant qu'on a dans ma famille on a tous des voitures automatiques, donc dans tous les cas je pourrais conduire la voiture de mon oncle ou je peux conduire même la voiture de mes grands-parents, enfin ou de mes parents, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on décide d'en parler à l'auto-école dans laquelle je suis. Ils me disent bah ok pas de souci, sauf bah nous on n'a toujours pas la voiture pour ça, à cause du Covid ça a pris du retard, machin et tout, donc on va pas pouvoir commencer les cours tout de suite. Donc ma mère me dit bon bah d'accord on va attendre, donc moi je continue à conduire, sauf que on attend pendant quand même un certain long moment et en fait on se rend compte que l'auto-école ils se foutent de notre goule en fait. Vraiment ils en ont rien à faire, ils se moquent de nous et donc on décide après concertation de clore le dossier avec cette auto-école là et de changer d'auto-école pour aller dans une qui est spécialisée dans la boîte automatique. Et donc c'est moi qui la sélectionne, c'est moi qui fais les démarches, j'explique du coup à cette nouvelle auto-école tout le parcours. Ils me disent en retour que justement l'auto-école où j'étais avant c'était des arnaqueurs, forcément chez les maris on met les 2 pieds dedans sinon c'est pas drôle. Et donc je continue dans cette nouvelle auto-école et comme en fait j'avais fait déjà plus de 40 heures de conduite, je fais un bilan avec mon nouveau moniteur de cette auto-école là avec une voiture automatique. Il me dit écoute, t'as de très bons réflexes, tout va bien, on va te mettre 15 heures de conduite avant de passer le permis. En fait je m'attendais pas à avoir autant d'heures de conduite, je pensais qu'ils allaient me dire allez 5 heures et comme ça après on te fait passer le permis et c'est fait. Parce qu'en fait, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un impératif. Avec le Covid, j'ai décidé de quitter mon appartement à Angers parce qu'en fait, je payais un logement pour rien, sachant que mes cours étaient en distanciel 1 semaine sur 2 et que l'autre semaine, fallait que j'aille à Angers pour 2 jours de cours. Soit je dormais chez mes potes, soit je rentrais chez moi, tu vois. Mais en train, ça commençait à me coûter super cher. Enfin, c'était pas pratique les horaires. Je me levais à 4h30 du matin le lundi, je rentrais le lundi soir, il était 22h. Enfin, c'était pas tenable. Enfin, pour les mois qui me restaient sur Angers, c'était pas possible. Donc, il fallait que j'ai le permis le plus rapidement possible. Donc, un peu déçue d'avoir 15 heures, mais je me dis, bon, allez, ça va le faire, machin et tout. On fait les heures de conduite, ça se passe bien. Mis à part un jour où je me retrouve à avoir un accident de voiture à cause d'un cycliste. En fait, ce qui se passe, c'est que je passe donc mon permis en Bretagne. En Bretagne, c'est la région de la pluie. Et comme un jour ordinaire, il pleut à torrent pendant mon heure de conduite alors que l'heure d'avant il faisait beau. Et je me retrouve à un rond-point où en fait je suis la première de la ligne à pouvoir prendre le rond-point. Je saurais pas comment t'expliquer, mais les ronds-points ça a toujours été une phobie pour moi parce que tu peux te retrouver nez à nez avec une voiture et du coup ce qui se passe c'est que j'arrive sur mon rond-point et au moment que je veux m'engager, j'ai un vélo qui passe au même moment et le vélo en tant que tel passe sous les roues de la voiture de l'auto-école. Je me retrouve à regarder mon moniteur et me dire punaise, je vais devoir payer la réparation de la voiture et du vélo alors que j'ai pas d'argent parce que je fais un stage non rémunéré. Et là, le mec du vélo qui commence à hurler sur mon moniteur, machin et tout. Moi qui dis à mon moniteur, je dis que ces 3 mots-là, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Le moniteur qui me dit, t'avais qu'à faire attention aussi, enfin, il y avait un vélo, c'était à toi de prendre en compte. Je suis ouais, le mec, il voit bien que je suis une auto-école, je sais pas, vous les conducteurs aussi, faites attention aux apprentis, quoi. C'est comme les gens qui ont un A, vous savez que les gens, ils ont pas leur permis depuis longtemps, faites un effort, quoi, leur mettez pas la pression, restez chill, quoi, je sais pas. Il se passe que du coup,
le mec de l'auto-école me demande de me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, enfin pour discuter avec le cycliste de la situation. Et en fait, je sais pas comment, le moniteur arrive négocier avec le cycliste, en fait pour qu'il se passe rien, enfin et comme dit le cycliste, après il revient à ma hauteur, parce que moi je suis restée dans la voiture, et qui me dit je suis désolée mademoiselle, c'est vrai que je suis pas passée au meilleur moment, j'aurais dû attendre que vous passiez pour que moi je puisse prendre ma route. Donc ça m'a quand même mis un petit coup de morale à 3 heures de passer mon permis. Donc bon, comment te dire que je ne partais pas au permis très très sereine, et je pensais que du coup mon moniteur allait mettre plus d'heures. Et pas du tout, au contraire. Et mon moniteur me dit bon, il te reste 5 heures à faire, honnêtement je vais te les réduire, on fera que 2 heures. Et là je la regardais d'un air en mode mais attends mec, j'ai failli écraser un cycliste et au lieu de me rajouter des heures, tu m'en enlèves pour passer le permis? Je comprends pas. Donc je force mes parents à prendre tout le temps la voiture. On va chez les amis, enfin on va partout. Mais où je peux conduire, on y va. Dès qu'il faut faire des créneaux, machin, c'est moi qui les fais. Tous les matins, mes parents me posent des questions sur le permis, machin et tout. Donc j'ai passé mon permis un lundi à 10 heures et j'ai eu 39 sur 40. Et quand j'ai su la réponse, j'ai pleuré de joie. J'étais tellement contente. Mes parents étaient tellement heureux. J'ai même appelé mes grands-parents pour leur dire que j'avais le permis. Enfin, tout le monde qui était en mode mais allez Sacha, passe le permis, ou qui croyait pas en moi, je leur ai dit c'est bon, j'ai le permis. Mes potes, quand je leur ai dit, ils étaient plus que ravis. Et j'étais tellement fière de moi et aussi rassurée. J'ai à peine eu mon papier qui confirmait comme quoi j'ai bien eu mon permis, que je suis partie faire mes vaccins à l'époque pour le Covid. 20 minutes après, je prenais la voiture pour partir à Angers pour mes cours. Sans aucune transition, je me suis retrouvée de la personne qui a trop peur de prendre la voiture, qui ne veut pas la prendre, à faire ses premières heures de voiture toute seule pendant 1h45 avec seulement un GPS. Ça n'a pas été les meilleures heures pour moi de conduite parce que j'étais hyper stressée, parce que je savais pas ce qui pouvait arriver et puis je connaissais pas trop la route, enfin je connaissais pas tout ça, et puis il fallait aussi que je me gare dans une ville où je connaissais pas les passages, les machins, les trucs, enfin vraiment un gros stress, pour qu'au final ça se passe super bien. Pour de base Rennes-Angers, je crois que c'est 1h40. Là, j'ai mis 2h10 parce que je respectais la limitation à la virgule près. Non, mais vraiment, les premières heures des jeunes conducteurs, c'est un délire. Franchement, moi, j'étais trop stressée. Je mettais tout le temps le GPS vraiment. Je calculais tout. Je faisais super gaffe et tout. J'ai du coup continué à prendre la voiture après quand même pas mal de fois parce que je prenais la voiture tout le temps à cause du Covid, et aussi parce que j'étais dans une alternance où avec mon patron on se retrouvait à beaucoup aller dans différents événements un peu partout à Rennes et en Ille-et-Vilaine, et en fait j'ai réussi à dompter cette peur quoi, en pratiquant, en perdant pas espoir. Bon, ça c'est un peu faux parce que je perdais espoir, mais heureusement que j'avais mes parents qui étaient derrière moi pour toujours me soutenir et toujours dire mais si Sacha, tu vas y arriver, et confiance en toi. Et je peux te dire que à l'heure actuelle, il y a 2 semaines, j'ai repris ma voiture justement pour aller voir mes amis à Angers, mais j'étais tellement contente de conduire, tellement refaite de pouvoir mettre ma playlist, de pouvoir chanter, de conduire vraiment. Je dirais pas à l'heure actuelle que conduire c'est un plaisir à 100% parce que j'ai toujours quand même cette peur de la voiture, mais qui est beaucoup moindre de ce que c'était il y a encore 5 ans. Mais j'ai encore cette petite angoisse qui reste au fond de ma personne, même quand je prends la voiture, surtout quand je conduis le soir ou que quand je conduis qu'il y a beaucoup de monde autour de moi. J'ai quand même cette petite appréhension là, mais j'arrive à la dompter. Donc je suis super fière de moi, du parcours chaotique, parce que oui, il est chaotique, mais comme on dit, il y a toujours mieux et pire ailleurs. Donc c'est pour ça que je me mine, j'essayais d'éviter de me miner le moral à l'époque. Le permis, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais au final, franchement, c'est un pur plaisir maintenant, et je suis tellement fière de dire ça, que c'est un plaisir de conduire, puisque putain, on partait de loin dans cette histoire, mais bon, vraiment un vrai plaisir d'en arriver là, et ça prouve comme quoi on a beau vivre des choses qui sont pas faciles, d'avoir la sensation à un moment donné que c'est insurmontable, et qu'au final, avec du temps,
du travail, de la détermination, on peut y arriver et on peut débloquer des peurs pour que ça devienne des forces et que ça te permette d'atteindre tes objectifs. Parce que avoir le permis, ça m'a permis sans mauvais jeu de mots, ça m'a permis plein de choses, que ça soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro, de pouvoir avoir ce permis parce qu'au moins, j'ai cette liberté et maintenant, comme je te disais, moi à Paris, j'en ai pas besoin, mais demain, je décide de changer de région, j'aurais pas besoin de passer le permis à peut-être 26 ans ou 28 ans parce que j'avais pas le temps avant ou j'avais trop peur, quoi. Là, au moins, ça m'a fait grandir et ça m'a fait avoir une étape de plus. Donc, pour conclure cet épisode sur le permis, je pense que la morale de ce que je peux en tirer, c'est que tu as beau avoir eu un traumatisme qui t'en a fait voir de toutes les couleurs, vraiment, t'as la sensation sur le moment que c'est insurmontable, et peut-être que quelques années après, ou même quelques mois, ou quelques heures, ou quelques semaines, tout dépend de ce que tu vis, et tu peux le surmonter en fait. Rien n'est impossible et quand t'as besoin ou quand tu veux quelque chose, il faut se battre à fond et à 100% parce que ça peut peut-être t'amener des choses après positives ou ça peut aussi te permettre de remonter toi-même dans ta propre estime parce que t'as réussi à atteindre cet objectif-là. Donc c'est sur ça que j'ai envie de finir. J'ai envie qu'à la fin de cet épisode, tu te dises moi aussi je peux surmonter plein de choses que j'arrive pas. Ça peut être une phobie, ça peut être justement un traumatisme ou quelque chose de totalement anodin. J'en sais rien. Tu vois, moi par exemple là, c'est pas du tout un traumatisme, mais le truc que j'arrivais pas à faire jusqu'à maintenant, c'est par exemple mon passeport. Et là c'est bon, j'ai réussi à le faire. Comme quoi rien n'est impossible. Faut se dépasser, faut aller au-delà de ses peurs, au-delà de se dire oh j'ai pas le temps, j'ai pas envie, ça me saoule, pour faire les choses. Il faut vraiment y aller parce que y a que toi qui peux changer les choses dans ta vie parce que t'es le main caractère. Donc c'est à toi de faire les choses. Du coup voilà, donc je vais te souhaiter un bon réveil, une belle matinée, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. C'est toi qui décides à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Bisous.